Risque, prédiction et prévention en médecine. Vous avez remarqué d'ailleurs à quel point on ne parle plus que de risques, de facteurs de risque, risque d'accident de circulation, risque d'attraper le cancer, risque d'avoir un problème avec sa banque, risque de l'obésité. C'est une tendance de fond, c'est réellement une lame qui nous entraîne. Et ce que je voudrais aujourd'hui voir avec vous, c'est qu'on peut, dans une certaine mesure, prédire le risque en médecine, ce qui a des conséquences évidemment considérables en matière de prévention, dans le double sens du terme, puisque prévenir, c'est en quelque sorte avertir, vous prévenir d'un risque, mais en même temps, c'est éviter. Il faut prévenir un risque de faire un accident cardiaque, un cancer ou toute autre maladie. Mais tout d'abord, essayons de voir ensemble, en médecine, ce que l'on entend par risque. Eh bien, tout d'abord, il y a le risque indéfinissable, perçu, source d'angoisse, mais diffus en quelque sorte. Il est évoqué très joliment dans une tirade de Britannicus, de Racine, où Britannicus dit « Qu'est-ce que vous craignez à Junie ?» Et Junie répond « Je l'ignore moi-même, mais je crains. » Risque indéfinissable, crainte diffuse, que les médecins d'ailleurs connaissent bien. Au passage, Junie a raison, puisque Britannicus, contrairement à ceux qui le croient, ne terminera pas la fin de l'acte, il mourra des mains de Néron. Il y a un deuxième sorte de risque, qui est le risque identifié, mais non mesurable. Risque identifié, par exemple, celui d'attraper une maladie infectieuse, comme par exemple la maladie de la vache folle, en prenant des aliments qui sont susceptibles d'être contaminés par l'encéphalite spongiforme des bovins. La grippe aviaire, lorsqu'on se déplace en Asie, il y a un certain risque d'attraper la maladie, mais même si on connaît les agents responsables du risque, la manière de mesurer ce risque nous échappe, ce qui fait que l'on fait appel à l'heure actuelle à des modélisations pour essayer de prédire au mieux, mais avec beaucoup d'incertitude, le risque de telle maladie. Mais ce dont nous allons essentiellement parler ce soir, c'est le risque identifié et mesurable. Les deux sont indissociables pour parler, par exemple, du risque des maladies cardiovasculaires, où l'on a pu évaluer, au fil du temps, et nous verrons comment, on peut évaluer effectivement et quantifier, mesurer précisément le risque. Et à ce moment-là, avoir une conduite qui est une conduite de prévention. Ce risque est encore différent d'un autre risque, qui est le risque certain. Si vous traversez, en mettant un bandeau sur les yeux, le boulevard Saint-Germain, vous avez toutes les chances de vous faire renverser. Et à ce moment, la seule voie possible consiste à une mesure d'anticipation. Il faut ouvrir les yeux et regarder le petit bonhomme vert quand on traverse le boulevard Saint-Germain. Alors voyons comment on a pu identifier le risque au fur et à mesure du temps. Et là, comme Jacques Levinsky le disait, on peut tirer profit du passé, et du passé qui n'est pas si lointain que cela, qui est l'étude du risque tel qu'il a été réalisé par les compagnies d'assurance. En effet, pour évaluer le risque, on peut se référer à l'histoire des compagnies d'assurance qui ont été les premières à utiliser finalement les chiffres pour essayer par une démarche statistique d'évaluer la possibilité que quelqu'un avait de mourir au cours de sa vie, de façon plus ou moins rapide. C'était dans un but évidemment mercantile, et au tout départ, les premières compagnies d'assurance qui ont été impliquées dans le calcul du risque ont été des compagnies qui assuraient les voyageurs qui faisaient le grand voyage, la traversée de l'Atlantique, et ce sont les compagnies écossaises, anglaises, hollandaises
qui se sont intéressés à assurer la vie des passagers pour pouvoir éventuellement faire profiter les bénéficiaires, ceux qui restaient sur Terre, au cas où il y aurait eu un malheur de mer. Et donc, très rapidement aussi, au passage, on a vilipendé ces compagnies d'assurance et on a considéré qu'il était immoral de gagner de l'argent sur la vie des autres, puisque le souscripteur pouvait effectivement mourir et que le bénéficiaire pouvait espérer la mort rapide ou d'un revers de fortune de mer, la mort du souscripteur. Ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, c'est que peu de temps après, les choses se sont un peu retournées. Les assureurs ont donné une vue plus positive des choses en proposant que l'assurance sur la vie des hommes pouvait prévenir la misère, conserver l'aisance dans les familles et préparer des jours heureux et tranquilles pour la vieillesse. C'est d'ailleurs la vue positive des assurances qu'il faut garder, sachant que néanmoins le côté mercantile est toujours là. Ceci, c'était aux environs du XVIIIe siècle. Mais il faut bien voir qu'en France, notamment, il y a une perception, je dirais, par rapport à ce raisonnement que l'on peut parfois considérer comme cynique, il y a une perception qui a été plus tardive sur l'intérêt, effectivement, d'utiliser les assurances et donc le calcul que faisaient les assureurs, puisque au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, il y avait en gros un assuré en France sur 350 habitants, alors qu'en Amérique du Nord, on comptait 10 fois plus d'assurés qu'en France donc. Le vrai problème pour nous, c'est comment se faisait le calcul de la prime. Eh bien, le calcul de la prime se faisait sur des tables de mortalité qui avaient été établies, et ceci depuis bien longtemps, sur des critères aussi simples que l'âge, le sexe. Les hommes, hélas, ne sont pas égaux avec les femmes à cet égard. Nous mourrons toujours, je vous le rappelle, pour les hommes qui sont ici, 10 ans plus tôt que les femmes, mais ça a été vrai de tout temps. Et ceci a été constaté dès le IIIe siècle après Jésus-Christ. Il y a eu une table de mortalité établie par Ulpien qui, pour calculer le capital qu'il fallait investir pour pouvoir bénéficier d'une rente viagère, avait calculé l'espérance de vie et donc avait déduit à partir de ces tables de mortalité le capital à investir, sachant qu'au passage, la mortalité se faisait en moyenne aux environs de 45-50 ans. Donc toute une méthodologie du calcul du risque s'est développée au fur et à mesure. Et cette méthodologie, elle est fondée sur ce qu'on appelle les probabilités, le raisonnement probabiliste. Et au fond, comme le dit Daniel Schwartz, qui est un très grand épidémiologiste français, le risque, disait-il, c'est le résultat de l'ignorance et du hasard. Donc, à partir de ces tables de mortalité qui se sont affinées au fur et à mesure du temps, on a pu essayer d'établir le risque que quelqu'un, un individu d'un sexe donné, vivant dans des conditions particulières, puisqu'on a repéré aussi que le risque était fonction de la profession et de l'exposition à un certain nombre de facteurs de risque, eh bien, on a pu calculer les primes à établir et à demander aux souscripteurs. Progressivement, on est passé de ces tables globales, fondées sur une analyse d'un groupe plus ou moins homogène d'individus, à des tables ou à des calculs sur des patients donnés. Et donc, on a essayé d'individualiser le risque. Le mot est fort. Ceci a nécessité l'intervention à ce moment-là des médecins. Et les premiers médecins des compagnies d'assurance, qui sont d'ailleurs au passage sans doute les premiers médecins à avoir utilisé les mathématiques et le calcul des probabilités, sont apparus en France dans les années 1880-1900, suivant d'environ 50 ans les premiers médecins anglais et écossais. Au passage, retard à une certaine forme de médecine chiffrée
nous le payons toujours. Nous ne sommes pas les premiers dans le domaine des calculs de risque. Et d'ailleurs, vous le verrez au cours de ce petit exposé, que nous bénéficions toujours du calcul et des aspects, des abords de nos collègues anglo-saxons en matière de risque cardiovasculaire notamment. Donc ces médecins ont été confrontés avec la nécessité de trouver des manières de prédire de façon plus fine le risque chez un individu donné. Pour cela, ils ont considéré qu'il fallait faire fi des maladies classiques, des maladies évidentes, et essayer de retrouver chez un individu des signes, éventuellement des symptômes qui pourraient leur permettre de prédire l'espérance de vie du patient. À ce moment-là, à la fin du XIXe et du début du XXe siècle, apparaissaient des mesures qui n'existaient pas dans les années précédentes, comme par exemple la mesure de la pression artérielle. Et donc les médecins se sont dit, on pourrait peut-être mesurer la pression artérielle, l'appareil venait d'être mis au point par des Italiens, on ne savait absolument pas à quoi ceci correspondait, sinon la notion d'une pression artérielle élevée dans le cœur et dans les vaisseaux, mais on ne savait pas du tout si le fait d'avoir une élévation de la pression artérielle était bénéfique ou au contraire nocif. D'ailleurs, en faveur d'un rôle bénéfique, il y a toute une série d'écrits qui montrent que plus la pression artérielle est élevée, mieux les vaisseaux sont perfusés, mieux les organes perfusés par les vaisseaux sont irrigués, et donc mieux on se porte, et que de faire baisser la pression artérielle était à risque. Comment le savoir sans mesurer la pression sur un grand nombre de patients pendant longtemps, de faire des calculs et d'en tirer des conclusions. C'est exactement ce qu'a fait un médecin d'une grande compagnie d'assurance américaine, la Northwestern Life Insurance Company, qui a décidé en 1905 de mesurer sur plus de 20 000 patients la pression artérielle des souscripteurs et de suivre les individus, j'ose à peine maintenant parler de patients, des individus pendant plus de 10 ans. Et ce qu'il a constaté, c'était que plus la pression artérielle était élevée et plus les gens mouraient. Et qu'il y avait une relation très nette entre le niveau de pression artérielle et le risque de mourir, et notamment de mourir d'un accident cardiovasculaire ou d'un accident vasculaire cérébral lorsque la pression artérielle était élevée. Ainsi, il a constaté que les gens qui avaient, par exemple, 17 de pression artérielle avaient 3 fois plus de chances de mourir dans ces conditions-là que les patients qui avaient 13 ou 14 de pression artérielle. Et donc, en 1907, ce médecin a édicté des règles sur lesquelles, pratiquement, nous vivons toujours dans le milieu médical, en donnant et en proposant des chiffres de pression artérielle qui sont toujours valables. Mais le raisonnement était finalement venu en médecine, à savoir mesurer pour pouvoir prédire. En faisant cela, on faisait en même temps un très grand pas en avant. La médecine a littéralement basculé à ce moment-là. En effet, les hypertensions artérielles que l'on a pu ainsi constater pendant un certain temps étaient des hypertensions artérielles avec des signes. Les malades avaient mal à la tête, les femmes enceintes qui avaient trop d'hypertension artérielle risquaient leur vie et risquaient aussi la vie de leur bébé, et les gens mouraient quelquefois en 3-4 ans d'hypertension artérielle gravissime, et d'ailleurs on appelait ces hypertensions artérielles, comme pour le cancer, des hypertensions artérielles malignes. Rappelez-vous par exemple Roosevelt à Yalta, qui n'était pas dans un état normal, pour pouvoir discuter d'égal à égal avec Staline et avec Churchill, car il était terriblement hypertendu et on n'avait pas de médicaments. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle ne s'accompagne d'aucun symptôme. Quelqu'un qui est bien suivi, bien traité, n'a pas de maux de tête, n'a pas d'hypertension maligne, la grossesse se déroule au mieux. Néanmoins, les chiffres de la pression artérielle sont élevés. Autrement dit, nous sommes passés
d'une médecine visible, avec des symptômes, à une médecine, je dirais, de l'inaperçu. On ne sait pas si on est ou non hypertendu. On ne sait pas si on a ou non trop de cholestérol. Je n'ai jamais rencontré un de mes patients me dire qu'il avait mal parce qu'il avait trop de cholestérol. On peut souffrir des conséquences de l'hypertension du cholestérol, certes, mais on n'a pas mal au cholestérol. Et de même, on n'a pas mal aux chiffres de glycémie, sauf, bien sûr, à aboutir à un diabète dans les cas terminaux. Au fond, on est passé de ce que Michel Foucault disait dans La naissance de la clinique, la grammaire des signes, c'était une époque, au silence des organes, comme disait René Le Riche, c'est notre époque. Et donc, l'hypertension artérielle a été très vite intitulée le tueur silencieux, silent killer, comme disent les Américains, pour cette raison-là. Et tout ceci se traduit d'ailleurs d'une manière très intéressante, d'une manière générale en médecine, sur la publicité médicale. Si vous regardez la manière dont les annonceurs de médicaments faisaient la publicité des médicaments contre l'hypertension dans les années 50-60, on voit des gens qui se tiennent la tête, tandis qu'à l'heure actuelle, la publicité des médicaments antihypertenseurs, comme du reste d'ailleurs, on voit un monsieur de mon âge, serein, avec sa fille et sa petite-fille, parce qu'en fin de compte, il ne souffre de rien, il ne souffrira de rien, il va être mis en plus à l'abri des complications cardiovasculaires grâce aux médicaments un tel ou un tel. Pour le malade, se pose un problème. Et le médecin a à faire avec ce problème. On prend la pression artérielle d'un individu, on lui dit « vous avez une tension artérielle élevée », mais le malade, entre guillemets, ne souffre de rien, donc il n'est pas malade. C'est un déni pour lui. Comment serais-je malade puisque je ne souffre pas? Et donc, il y a une relation entre le médecin et l'individu, le patient, le malade, si vous voulez en aller dans la progression, qui nécessite une explication. Et j'en dirai un mot tout à l'heure pour terminer. Mais il y a un risque indiscutable de compréhension. Mais sachez bien que puisque tout ceci est fondé sur un argument statistique, cette difficulté de compréhension pour le patient est partagée aussi par le médecin. Et pendant un certain temps, les médecins n'ont pas voulu admettre qu'un chiffre de tension artérielle en lui-même pouvait entraîner un risque de morbidité ou de mortalité cardiovasculaire. Et donc, pendant un certain temps, les médecins se sont opposés à ce raisonnement probabiliste de leurs confrères. Et ils parlaient d'un empiètement funeste des mathématiques sur les sciences médicales. C'est amusant de voir que les sciences médicales étaient mises à un niveau qui faisait vaciller dans leur esprit le rôle des mathématiques et des études de probabilité qui permettaient de prédire effectivement ce qui pouvait arriver à quelqu'un en fonction de paramètres comme la tension artérielle. Mais les statisticiens et les médecins des assurances disaient dans les années 40 que si certains statisticiens ignorent la médecine, il est hélas encore plus vrai que les médecins ignorent la statistique. Et je me suis battu dans ma faculté de médecine pour que les statistiques, le raisonnement de probabilité, soient enseignés au même niveau que les symptômes classiques de l'hypertension vue autrefois ou d'un certain nombre de maladies, tant il est important qu'un médecin puisse acquérir ces notions de base au cours de ses études médicales. Alors, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment on a conforté ceci au fur et à mesure du temps. Et je voudrais vous parler d'une histoire qui est une histoire extraordinaire, qui est née aux États-Unis, de nouveau, qui est l'histoire du risque cardiovasculaire tel qu'il a pu être mis en évidence dans une petite ville qui se trouve au nord de Boston et qui s'appelle Framingham. C'est une histoire importante car elle est emblématique du raisonnement médical qui s'est construit peu de temps après-guerre et qui, à l'heure actuelle, persiste, bien entendu, et qui est appliqué dans d'autres domaines que le domaine cardiovasculaire. Mais j'ai la chance d'être dans une discipline où, finalement,
la notion de risque en médecine a été établie de façon formelle et logique, comme vous allez le voir, et qu'ensuite, ce type de raisonnement s'est appliqué à d'autres pathologies médicales, comme le cancer, comme les maladies dégénératives, neurologiques, etc., pulmonaires ou autres. Peu de temps après la guerre, peu de temps après, donc, 45-46, le National Institute of Health, c'est-à-dire l'Institut national de la santé aux États-Unis, s'est posé la question de savoir sur quoi il allait investir lourdement pour essayer de prévenir, d'éviter les maladies. Et donc, il a eu comme intuition, fondée naturellement sur un raisonnement bien précis, de vouloir suivre pendant une vingtaine d'années ce qui se passerait dans la petite ville de Framingham en prenant au départ des patients volontaires et en mesurant un certain nombre de paramètres et en comptant les morts, en comptant les accidents cardiovasculaires et de voir ainsi si l'on pouvait faire ce qu'on appelle une épidémiologie observationnelle et explicative, c'est-à-dire d'établir des liens de cause à effet. C'est ainsi que 5600 patients ont été recrutés sur une petite ville de 28 000 habitants, suivis pendant 20 ans, puis 20 ans, puis 20 ans. Nous sommes à la 3e génération de Framingham. Et ainsi a pu être établie de façon rigoureuse la relation qui existe entre les accidents cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la tension artérielle, ça c'était déjà pressenti, le cholestérol dans les années 60 et le tabac. Car le fait que le tabac soit nocif sur le plan du cancer du poumon était connu. En revanche, sur le plan cardiovasculaire, le tabagisme n'était même pas inclus dans la première étude de Framingham en 1947. On a inclus dans le questionnaire le tabac que plus tardivement, et ce n'est qu'en 1970 qu'on a pu démontrer formellement que le tabac est responsable de problèmes cardiovasculaires. Au passage, en France, le seul tabagisme est responsable de 60 000 morts par an, de morts subites pour la plupart, et donc c'est vous dire l'importance de cette étude. En même temps, des médicaments se sont développés et ont pu permettre d'établir qu'effectivement, en traitant la tension artérielle élevée, en traitant le cholestérol élevé et naturellement avec des campagnes anti-tabac, on pouvait faire régresser l'incidence des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire le nombre de nouveaux accidents cardiovasculaires par an. Enfin, il a été possible de pouvoir, de cette façon-là, réfléchir aux chiffres de pression artérielle, de cholestérol, de sucre dans le sang, sur lesquels il faudrait intervenir. Et là, je voudrais parler de ce qu'on appelle la distinction entre le normal et le pathologique. La grande question, c'est de savoir à partir de quels chiffres traiter, à partir de quelle valeur on va décider qu'un individu doit être traité. Et là, il y avait deux possibilités théoriques. La première possibilité, la plus simple, c'était qu'il existait et qu'il existe une population, je dirais, pathologique, une population de gens qui sont hypertendus, diabétiques, hypercholestérolémiques, obèses, et puis une population qui était saine, non diabétique, non hypertendue, etc. En fait, quand on a regardé attentivement la distribution des valeurs de la tension artérielle, du cholestérol, de la glycémie et du poids, on s'est aperçu qu'il n'était pas possible, si on prenait un grand groupe de sujets, une ville ou même moins d'une ville, il n'était pas possible de séparer une population à risque d'une population normale. Autrement dit, si vous regardez la distribution, cette distribution s'appelle une courbe gaussienne, c'est une courbe en cloche, et il y a des gens, certes, qui ont une tension artérielle beaucoup plus élevée que d'autres, mais il n'y a pas une frontière, une limite claire
entre des gens qu'on pourrait clairement individualiser comme hypertendus et d'autres comme normotendus, comme hypercholestérolémiques ou non. Tout va donc dépendre de la barrière que vous allez instituer pour dire à un patient, vous êtes hypertendu, je vous traite, vous n'êtes pas hypertendu, je ne vous traite pas. Maintenant, deuxième effort, et c'est le deuxième effort mathématique simple que je vous demande ce soir, c'est d'essayer de réaliser que le risque de faire un accident cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, le risque est lui aussi continu. C'est-à-dire que, en fonction du niveau de la pression artérielle, eh bien, vous avez un risque continu de faire une maladie cardiovasculaire. Il n'y a pas un effet seuil. Il serait idéal d'avoir des chiffres de pression artérielle, de cholestérol ou glycémie qui nous mettent très clairement à l'abri de développer une maladie. Par exemple, imaginez que quelqu'un qui est entre 11 et 14 de tension n'a aucun risque, ou en tout cas qu'il n'y ait pas plus de risque entre 11 et 14 de faire un accident cardiaque. Ce n'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il y a un risque continu de faire un accident. Comme je vous l'ai montré avec l'exemple du médecin des assurances, Johann Fischer, il vaut mieux avoir, certes, 14 que 17, mais il vaut mieux avoir 12 que 14 et à la limite 10 que 12. Autrement dit, personne n'est à l'abri. Même si vous pensez avoir des chiffres de pression artérielle entre guillemets normal, vous avez en fait un certain risque. Un risque qui est très faible, c'est clair. Mais je ne peux pas vous dire, moi qui sais cela, que vous êtes dénué de risque. Et d'ailleurs, vous savez bien, vivre, c'est en fait risquer sa vie tous les jours. Bien. Mais ce qui est vrai pour la tension, l'est pour le cholestérol, l'est pour le diabète, l'est pour le poids. Pour le poids, soyons simples, tout le monde vous bassine sur l'obésité, fléau épidémique de nos jours. Bien. Mais l'obésité, vous l'avez peut-être vu, les journaux diététiques en font des choux gras. Calculez vous-même votre indice de masse corporelle. Très simple, il suffit de faire un petit calcul mental du poids sur la taille au carré. Si vous êtes entre telle et telle valeur, vous êtes bien. Si vous êtes au-dessus de 30, vous êtes obèse. Mais supposons que moi, je décide que, en fait, les obèses, c'est à partir de 28, j'augmente de façon considérable ma population d'obèses, ce qui fait que si j'ai des médicaments à vendre contre l'obésité, je fais basculer automatiquement une grande partie des patients dans l'étiquetage obésité, obésité-traitement et culpabilisation de l'individu. En fait, tout ceci est parfaitement artificiel. Ce que je tiens à vous dire, c'est que si le risque est continu, la frange est en fait extrêmement fluctuante entre une population normale dite svelte et une population obèse, clairement obèse. Et ce qui est important, c'est que comme le risque est continu, en fin de compte, on ne devrait plus parler d'hypertendus, mais de gens à plus ou moins grand risque de faire un accident. Et nos collègues anglo-saxons vont jusqu'au bout du raisonnement en disant on ne devrait plus parler d'hypertension, on ne devrait plus parler d'hypercholestérolémie, on ne devrait plus parler même d'ostéoporose dans la mesure où c'est finalement des différences de degrés subtiles et continues. Ce qui est très intéressant, c'est que Claude Bernard avait pratiquement anticipé cela, je ne sais pas comment d'ailleurs, il faudra qu'un jour je me penche là-dessus, quand il disait « la santé et la maladie ne sont pas deux modes différents, comme ont pu le croire les anciens médecins, et au passage, comme le croient toujours les médecins actuels. Dans la réalité, disait-il, il n'y a que des différences de degrés. » C'est absolument prémonitoire. Et Broussais, qui était un chirurgien, disait aussi que finalement, entre le physiologique et le pathologique, c'était une différence de degrés. Et je trouve qu'il y a eu là une intuition, car ce n'était pas fondé sur des statistiques. Au passage, Claude Bernard avait horreur des statistiques. C'était simplement une conception, réellement, une idée sur
la maladie comme déviation progressive par degré du physiologique. Alors, quelles sont les conséquences de cette médecine en chiffres, de cette médecine de l'inaperçu, de cette médecine du cachet? La première conséquence, pour voir où nous allons, c'est qu'on va abaisser les seuils d'intervention en matière de traitement. Au fond, vous l'avez compris, les valeurs normales sont remises en question. La normale des uns n'est pas la normale des autres. Et donc, il va falloir réfléchir à des valeurs qu'on va appeler, entre guillemets, optimales. Je déplace un peu le problème en mettant un autre adjectif au mot valeur. Néanmoins, c'est ce que les médecins essayent à l'heure actuelle de faire pour pouvoir, en quelque sorte, optimiser le traitement, optimiser l'objectif qu'ils se donnent de faire baisser la valeur d'un facteur de risque cardiovasculaire, comme l'est la tension artérielle, le cholestérol, le poids, etc., vers des valeurs qui soient acceptables pour avoir une qualité de vie et une vie dénuée donc d'accidents cardiovasculaires. Ce qui veut dire que nous allons, nous médecins, médicaliser davantage en durcissant les normes. Et quand on regarde l'histoire des normes et des conférences de consensus, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, les normes sont devenues de plus en plus rigoureuses au fur et à mesure du temps. Quelqu'un qui était, entre guillemets, normal il y a 40 ans, en utilisant ce que préconisent les experts, n'est plus normal. Il est à traiter. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, environ 50% des gens de plus de 65 ans, pardon, de plus de 60 ans, mettons, en vérité, sont à traiter, j'en dirai un mot. Alors, on peut faire des calculs pour ça. À partir de... Oui, je vois, ça frémit. En pratique, nous pouvons à l'heure actuelle mesurer individuellement ce que je viens de dire, avec, en effet, tous ces chiffres que nous possédons. Il est possible de pouvoir introduire dans l'ordinateur un certain nombre de paramètres qui nous concernent. Alors, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a 63 ans. C'est un exemple qui date déjà de quelques années, donc ce n'est pas moi. Donc 63 ans, un homme, c'est important, risque supplémentaire. Il a une tension artérielle à 18, un cholestérol à 3 grammes. Je peux calculer au niveau français et pas au niveau nord-américain, je peux calculer le risque qu'il a de faire un accident cardiaque ou un accident vasculaire cérébral dans les 10 ans. Et en pratique, avec ces chiffres-là, le risque qu'il encourt est de 25%. Il a 25 chances sur 100 de faire un accident cardiaque, mortel ou non, ou un accident vasculaire cérébral avec les conséquences que vous savez. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, et nos collègues anglo-saxons vont jusqu'au bout du raisonnement, on devrait finalement traiter beaucoup plus de gens qu'on ne traite. C'est la raison pour laquelle nos collègues anglo-saxons ont proposé ce qu'ils appellent la polypile, c'est-à-dire la pilule multiple. Et la pilule multiple, c'est 5 produits actifs démontrés, 5 génériques, donc Dieu merci pas trop cher, qui pourraient être associés et qui sont travaillés à l'heure actuelle, notamment dans les pays émergents, pour pouvoir proposer à partir, alors là je ne me trompe pas, de 55 ans, qu'on soit homme ou femme, de façon à mettre à l'abri les gens pour un accident cardiovasculaire. Là, je vous donne un chiffre. En faisant ainsi ce traitement systématique avec 5 produits actifs à relativement faible dose, un tiers des patients ainsi traités à partir de 55 ans auraient 11 années sans aucun accident cardiovasculaire par rapport à un groupe qui ne serait, lui, pas traité. Et ceci, quel que soit le niveau de départ, simplement du fait qu'il existe un risque continu de maladie cardiovasculaire
en fonction des chiffres tensionnels, etc. Donc la première possibilité, c'est d'abaisser les normes et de traiter plus largement la population. La deuxième chose, c'est d'allonger la liste des facteurs de risque cardiovasculaire. Les grands facteurs de risque cardiovasculaire sont la tension artérielle, le cholestérol, le tabac, le diabète, le surpoids. Dans l'étude de Framingham, en fait, il y a plus de 300 facteurs de risque cardiovasculaire. Mais, je vous rassure, surtout que dans les 300, il y en a qui vont vous faire sourire. Mieux ne vaut pas être chauve, mieux vaut parler l'anglais, mieux vaut vivre à Toulouse qu'à Lille. Être ronfleur est à risque, être ponctuel et anxieux comme je le suis est aussi à risque. Mais ces différents facteurs de risque sont des facteurs de risque que l'on appelle des facteurs de risque dépendants des facteurs de risque principaux. Ce ne sont pas des facteurs de risque indépendants. Donc rassurez-vous, c'est-à-dire que pris isolément, toute chose étant aussi normale, entre guillemets, que possible par ailleurs, le seul facteur de risque d'être chauve n'entraîne pas, Dieu merci, de facteurs accrus sur le plan de la mortalité ou de la morbidité cardiovasculaire. Donc on peut allonger la liste, mais il faut rester très prudent. Et ceci est particulièrement important car les médias se font toujours l'écho de dire qu'on vient de découvrir un nouveau facteur de risque pour le cancer, pour les maladies cardiovasculaires, en l'isolant complètement du contexte. Donc ça n'a aucune possibilité d'interprétation quand on prend isolément un tel facteur de risque qui dépend en fait des facteurs principaux. Le troisième point de progrès, à mon avis, et il est essentiel, ce n'est pas tant dans le médicament que dans le dialogue que l'on a avec les patients, dans le suivi des malades qui s'ignorent. Et d'ailleurs, Knock disait très bien que la santé est un état précaire qui ne préjuge rien de bon. Donc, Knock avait très bien vu les choses et vous en entendrez plus tout à l'heure. C'est une médecine difficile à faire comprendre à quelqu'un. C'est une médecine où il faut passer un certain temps pour expliquer ses principes. C'est une médecine où le patient doit se prendre en charge lui-même. Il faut donc être informé, il faut donc être surveillé, il faut donc s'auto-surveiller. Après tout, on prend bien le poids. Et donc, cette médecine d'éducation va apporter davantage d'autonomie à chacun. C'est une médecine personnalisée, mais qui est relativement complexe. Et là, je pense qu'il y a une grande inégalité, et qui est l'inégalité socio-culturelle. Tout le monde peut prendre un médicament. Tout le monde peut avoir gratuitement les médicaments dont j'ai parlé dans la mesure où il s'agit de maladies chroniques. En revanche, comprendre pour se traiter, quand on n'est pas manifestement en souffrance médicale, eh bien c'est difficile. Et la grande inégalité, c'est bien sûr l'inégalité génétique, c'est vrai. Mais la plus grande inégalité, celle sur laquelle on peut faire beaucoup plus que l'inégalité génétique, c'est l'inégalité socio-culturelle. S'il y a bien un pays, et dans tous les pays c'est pareil, où il y a sur le plan de la mortalité un effort à faire, c'est sur le plan socio-culturel. J'ai passé avec vous presque 1 heure à vous expliquer de quoi il s'agissait. Vous l'avez compris parce que vous êtes attentif et que vous êtes venu pour cela. Mais vous imaginez bien la difficulté de compréhension que ceci peut représenter pour quelqu'un pour lequel le rapport avec le temps n'a rien à voir avec le nôtre ou le vôtre. Je veux dire par là que le risque nécessite une anticipation sur le temps, sur le futur, sur le devenir, à long terme. Je vous ai parlé de risques à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je vous ai parlé d'études qui nécessitent une certaine compréhension pour pouvoir vous convaincre vous-même de la nécessité de se surveiller et éventuellement de se traiter. C'est impossible à faire avec quelqu'un pour lequel l'avenir se résume à savoir si le lendemain, il aura de quoi effectivement se nourrir et de survivre. Donc, si vous regardez la carte de France, en termes de mortalité, en termes de morbidité, dans les maladies cardiovasculaires, mais aussi dans le cancer, mais aussi dans les accidents de la route,
Mais tout ceci est absolument caricatural d'une profonde inégalité qui est liée à l'inégalité de l'accès aux soins, mais plus encore de l'inégalité socioculturelle. Alors, est-ce qu'il y a une limite à tout cela? Il y a une limite qui est une limite économique. Elle est évidente. Si vous avez bien suivi le raisonnement, il est clair que l'on peut continuer à traiter et qu'on devrait traiter des gens avec des chiffres de plus en plus bas de tension, de cholestérol, de poids, etc. Mais le coût pour la société devient naturellement considérable. Quand un médecin fixe la barre du traitement antihypertenseur à 16,9,5, c'est déjà une fraction très importante de la population à traiter. Quand l'expert dit « Ah non, il faut faire basculer la barre à 14,9 », c'est encore plus important. Et quand quelqu'un fait du zèle, si je puis dire, et dit « Mais après tout, on serait encore mieux à 13,8 parce que même si la probabilité est très très faible de faire un accident, néanmoins vous m'avez convaincu qu'il vaudrait mieux que j'ai 13,8 plutôt que 14,9 », le coût pour la société devient considérable. Et donc, vous imaginez bien que la vue du patient, la vue du médecin, la vue de l'économiste et la vue du politique ne coïncident pas. Et là, nous sommes effectivement devant un problème où finalement la décision qui doit être prise, la décision raisonnable, doit être envisagée aussi sous l'angle économique. Le médecin, Dieu merci, n'est pas le politique, mais le politique doit écouter aussi l'expert et le médecin pour essayer au mieux de définir ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Il a été calculé, par exemple, en Grande-Bretagne, que si l'on voulait réduire, pratiquement éradiquer, le risque de faire un accident coronarien dans les 10 ans, il faudrait pratiquement mettre tout le budget médicamenteux dans les statines, dans les médicaments hypocholestérolémiants, et que donc, évidemment, en même temps, on ferait une impasse sur d'autres types de médicaments. Étant donné, d'autre part, que la médecine moderne nous apporte des solutions qui sont de plus en plus performantes, mais aussi de plus en plus coûteuses, vous voyez bien dans quelle difficulté actuelle nous nous trouvons. Le médecin préfère ne pas savoir ces problèmes-là, mais je pense qu'il ne peut pas les ignorer dans la mesure où il y a effectivement une limite au coût et à ce qui est financièrement possible, qui devrait être transformé en fait en financièrement personnalisé. Voilà, je terminerai en disant que, en fin de compte, quand on joue au loto, on prend un certain risque. Quand on joue à ne pas se traiter, on prend aussi un certain risque. J'espère vous avoir convaincu que c'est un risque raisonnable que de se traiter quand on a une chance sur 10 de pouvoir bénéficier du traitement pour éviter une maladie cardiaque ou vasculaire. J'espère que ceux qui jouent au loto continueront à jouer au loto, tout en sachant que néanmoins, la chance qu'ils ont de gagner est extrêmement infime, mais comme le dit la publicité, seuls ceux qui ont joué ont gagné. Je vous remercie.